Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de rendre hommage à un de mes personnages préférés, Superman. Un personnage qui a presque 100 ans, le premier des super-héros et surtout un personnage qui est à l'origine de la pop culture elle-même. Et à l'occasion justement de la sortie du film de James Gunn, dont personnellement j'attends beaucoup, j'avais envie qu'on se replonge ensemble dans l'histoire du plus emblématique des super-héros. Et vous le verrez, entre projets de films annulés, version alternative du personnage et comics emblématiques, se cachent dans cet iceberg des histoires et des anecdotes bien plus sombres. Notamment à la fin où vous le verrez, on parlera de choses assez sombres, assez macabres, j'espère que ça vous plaira quand même. Alors sans plus tarder, je vous propose qu'on plonge ensemble dans les tréfonds de l'iceberg de Superman. Cette vidéo vous est proposée par Eurocomics Grade, la première entreprise française de création de comics. Retrouvez toutes nos informations sur le site internet ou sur notre page Instagram. Lien en description. Bon, et déjà ça a à peine commencé que c'est compliqué parce que moi je voulais commencer avec une anecdote marrante évidemment sur la moustache de Superman dans le film Justice League, sauf que en fait l'anecdote est moyennement marrante puisque vous le savez, mais ce film a une production très compliquée car en effet Zack Snyder qui avait écrit et réalisé le film a été contraint de se retirer de la post-production suite au décès de sa fille qui s'est en réalité suicidée. Et évidemment, suite à cette perte tragique, il confiera donc toutes les responsabilités du film à Joss Whedon, qui lui fera un énorme coup de pute parce qu'en fait, il va tout simplement retourner quasiment tout le film. Le mec va vraiment changer tout le film en ne gardant quasiment aucune scène de Snyder et ça se ressentira évidemment au box-office puisque le film sera un énorme flop et les critiques vont vraiment assassiner le film et c'est mérité. Et bien sûr, mais vous le savez sûrement, un des problèmes majeurs de tous ces reshoots faits par Joss Whedon, c'est la moustache de Superman qui en effet donne un aspect extrêmement bizarre au film puisque il avait une moustache pendant ses reshoots, donc pendant le deuxième tournage, et elle a été enlevée en post-production, ce qui fait que en fait ça fait un espèce de flou un peu bizarre, c'est pas très net et ça se voit quasiment à l'œil nu, donc vraiment les effets spéciaux sont complètement ratés. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'il avait une moustache? Et bien en fait c'est très simple, en même temps qu'il tournait du coup les reshoots, Henry Cavill, l'acteur de Superman, était aussi sur le tournage de Mission Impossible. Et si vous avez vu Mission Impossible Fallout, vous savez qu'il joue le méchant et qu'il a donc une moustache qui, attention, était contractuelle parce qu'effectivement, il avait un contrat avec la Paramount qui lui interdisait de raser sa moustache et donc évidemment quand il venait tourner pour Warner Bros pour Justice League, il ne pouvait pas la raser. Bon, évidemment, vous vous en doutez, mais Warner a tenté d'offrir beaucoup d'argent pour rompre ce contrat et qu'il puisse en fait raser sa moustache quand il était sur leur tournage, quitte à ajouter une fausse moustache pour le tournage de Mission Impossible, sauf que Paramount a vraiment refusé juste pour faire chier Warner, ce qui les a donc obligés à retirer la moustache de Henry Cavill en post-production, des effets spéciaux qui ont coûté apparemment 45 000 €, enfin 45 000 $ du coup, ce qui fait très très cher la moustache. Le pire c'est que le résultat est plus que passable, hein, franchement ça se voit un peu, il y a un aspect bizarre dans le film avec cette moustache. Enfin, on voit qu'ils ont essayé de cacher quelque chose et c'est pas net. Et le pire du pire, c'est que certains médias ont fait une estimation de combien a coûté cette moustache au total, parce que oui, il n'y a pas que la post-production, il y a aussi le fait de repousser le tournage, il y a le fait de faire des contrats avec Paramount, toutes les tentatives juridiques qui ont été mises en place, tout ça, ça a coûté près de 3 millions de $ que pour la moustache d'Henry Cavill, c'est formidable. Non mais franchement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais ce film il est maudit. Évidemment, Snyder reviendra avec la Snyder Cut qui elle sera beaucoup plus réussie je trouve. Donc évidemment, allez voir directement la Snyder Cut si vous n'avez pas vu le film de base parce que franchement il ne vaut même pas le coup. Vous connaissez forcément le film Man of Steel, c'est le film Sigma Boy par excellence, hein. Henry Cavill est le Chad ultime, une des meilleures versions de Superman qu'on ait eu à l'écran. Donc effectivement, après la sortie de Man of Steel en 2013, Zack Snyder et la Warner Bros avaient envisagé une suite, sauf qu'en 2014, petit plot twist, en fait cette suite va se transformer en Batman vs Superman pour introduire finalement un univers partagé DC Comics, un peu à la manière de ce que faisait le MCU. Bon, évidemment on reviendra pas sur le fait que c'est complètement con de lancer
un univers partagé quand tu as que un seul film, parce que oui, je ne compte pas Green Lantern, et effectivement ça aurait été plus pertinent de faire un affrontement après avoir eu un film Batman par exemple, mais eux ils voulaient du cash directement et c'est un peu ça qui va causer leur chute. Car en effet, à la place de faire un Man of Steel 2 et de jouer la sécurité, ils sont directement partis sur Batman vs Superman, ce qui en fait par conséquence a annulé la suite de Man of Steel, et suite au flop du coup de Batman vs Superman au cinéma, et bien tous les projets de suite ont été complètement annulés. Et si vous voulez mon avis, c'est assez dommage parce que en effet il y avait des projets de Man of Steel 2 qui avaient été proposés à Warner et des projets très intéressants. On avait notamment Matthew Vaughn qui avait proposé un projet sur Superman avec un film qui se voulait bien plus optimiste et lumineux, ce qui viendrait du coup trancher avec la version bien plus sombre de Zack Snyder. Et pour ceux qui connaissent pas Matthew Vaughn, c'est vraiment un réalisateur très talentueux qui a notamment fait Kingsman ou encore X-Men First Class, donc le mec sait faire des films adaptés de comics, ça aurait pu être vraiment excellent. On avait aussi d'ailleurs un autre projet qui a été proposé par Christopher McQuarrie, qui est en fait le réalisateur de Mission Impossible Fallout, oui encore, et c'est d'ailleurs un script qui avait été coécrit par Henry Cavill lui-même, et ensemble ils voulaient explorer aussi du coup le côté un peu plus lumineux, le côté un peu plus bienfaisant de Superman et sa relation du coup directement avec les gens. De ce que l'on sait du scénario, apparemment il y avait une très grande scène d'ouverture qui faisait office de prologue, qui était une scène entièrement silencieuse, voilà, qui serait venue explorer un petit peu la relation entre Superman et les gens, son côté un peu plus humain. Ça aurait pu être vraiment très poétique et franchement ça aurait donné un résultat, je pense, vraiment très cool. Bon, par contre dans ce projet il y avait aussi Green Lantern, et effectivement après l'énorme flop de Green Lantern, vous vous doutez que ça s'est pas fait parce que bah voilà, l'image de Green Lantern à mon avis elle est détruite pour encore 20 ans. Mais franchement intégrer Henry Cavill au processus créatif du film, ça aurait pu être une très bonne idée parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît extrêmement bien en pop culture, et effectivement en plus c'est un fan de Warhammer, donc le mec c'est le GOAT. Pour ceux qui se souviennent de mon iceberg sur DC Comics, je vous avais déjà parlé des Fleischer Cartoons sur Superman, car en effet c'est une œuvre fondatrice à la fois dans l'histoire de Superman, mais aussi dans l'histoire de l'animation elle-même. Et j'abuse pas, dès 1941, ces cartoons seront vraiment à l'origine d'une véritable révolution technique et esthétique dans le domaine de l'animation. Et d'ailleurs, l'anecdote derrière est vraiment marrante, car en effet, au départ, Max Fleischer, du coup la personne propriétaire du studio Fleischer, n'était pas vraiment enthousiasmé par l'idée de faire un cartoon sur Superman, car en effet, les super-héros à l'époque, bah, c'était pas du tout à la mode, et en fait, il y en avait qu'un, il y avait que Superman tout simplement. Du coup, lui, ça le chauffait pas trop, et du coup, il va proposer un budget exorbitant à la Paramount pour être sûr qu'ils disent non au projet et qu'il n'ait pas besoin de le faire, sauf que Paramount, ces grands fous, ils vont accepter. Et quand je vous parle d'un budget exorbitant, on est vraiment sur un truc complètement déconnant. Il a demandé 500 000 $ par épisode, ce qui fait, si on compte avec de l'argent d'aujourd'hui, 800 000 € l'épisode. Et les mecs, ils ont dit oui, n'importe quoi. Ah bah c'est sûr qu'avec 800 000 € par épisode, t'as de quoi révolutionner largement l'industrie, et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire, parce que quand même, d'un point de vue esthétique et d'animation, ce sera une vraie révolution. Une révolution qui en réalité sera permise grâce à une innovation majeure, l'utilisation de la rotoscopie, une technique à l'époque pionnière où les acteurs étaient filmés en amont, puis les animateurs venaient redessiner chaque image par-dessus, ce qui donnait des mouvements extrêmement fluides et vraisemblables aux personnages. Et effectivement, ça se ressent dans l'animation, puisque quand on le regarde encore aujourd'hui, on a l'impression que c'est extrêmement fluide alors que ça date d'il y a quasiment 100 ans. Et en plus de ça, ils vont jumeler cette innovation avec le Technicolor qui va renforcer vraiment cette impression de grandeur, avec des décors urbains très impressionnants inspirés du style Art déco, qui va donner une ambiance vraiment très particulière à Metropolis, un peu une allure de mégalopole futuriste. Metropolis qui bien évidemment était directement inspiré du film de Fritz Lang, Metropolis, où ils sont pas allés chercher bien loin pour le nom, je suis d'accord. Bon, et évidemment avec tout ça, le succès critique va être absolument immédiat, et aujourd'hui encore même, ils sont régulièrement cités comme une référence majeure de l'animation, et d'ailleurs leur influence est palpable jusque dans Batman The Animated Series, sorti dans les années 90, qui reprend cette esthétique un petit peu disproportionnée et art déco de la ville de Gotham. Mais bien sûr, c'est pas le seul à s'en être inspiré, Christopher Reeve lui-même dira s'en être inspiré pour le côté héroïque de Superman. C'était vraiment un succès absolument énorme, surtout à l'époque, et ils seront même d'ailleurs nominés aux Oscars, c'est pas rien. Bon, après ils ont perdu face à Pluto le chien, donc c'est un petit peu la honte. Bon, c'est quand même une belle perf, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ces cartoons, ils sont ressortis en 4K il y a pas longtemps, ils sont dispo quasiment tous sur YouTube en entier. Vraiment, ça a pas pris une ride, c'est assez aberrant, et je vous invite vraiment à aller découvrir ça parce que franchement, c'est hyper stylé.
Superman Red Son, sorti en 2003, écrit par l'incroyable Mark Millar, c'est très certainement le Elseworld, le what if le plus connu de tous, car en effet il part d'un principe extrêmement simple: que se serait-il passé si Superman, au lieu d'atterrir dans le Kansas, serait atterri directement dans le Kamchatka, ou en tout cas dans la Russie soviétique? Parce que oui, du coup, plutôt que de devenir le champion de l'American Way of Life, il devient directement le symbole suprême du communisme, élevé directement pour servir l'État, pour servir Staline en personne. Et on adore, évidemment, on adore. Le comics, hein, pas Staline, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Plus sérieusement, parce que oui, au-delà du plot un peu original de l'histoire, Superman Red Son, c'est surtout une version de Superman qui devient l'instrument du totalitarisme. Il ne conquiert pas par la force brute, mais par une surveillance omniprésente dans un paternalisme évidemment soviétique autoritaire. Alors certes, il impose la paix dans le monde, mais une paix construite entièrement sur la peur et la conformité. En miroir, on a Lex Luthor qui lui représente du coup la façon américaine de voir les choses et qui pour une fois est entre guillemets le gentil. Et à sa disposition bien sûr, les armes du capitalisme, le libéralisme occidental et l'esprit de compétition scientifique et intellectuelle qui viendront défier l'URSS et leur champion Superman. Car oui, comme je vous le disais, au-delà de l'originalité du postulat, c'est le degré de politisation qui est vraiment intéressant dans ce comics. On a une politisation qui est vraiment assumée. Il ne s'agit pas simplement d'un fantasme géopolitique rétro, mais d'une véritable réflexion sur l'idéologie, la liberté, le pouvoir et surtout la responsabilité. En plaçant Superman au cœur d'un système autoritaire, Mark Millar interroge directement la nature de l'utopie super-héroïque. Que se serait-il passé si Superman n'avait pas été américain? Est-il vraiment souhaitable qu'un seul homme, aussi bienveillant soit-il, ait le pouvoir de régenter le monde? Et honnêtement, c'est vraiment un comics que je trouve vraiment brillant. En plus, la fin, vous avez un plot twist vraiment incroyable. Je vais pas vous le spoiler parce que c'est que 3 issues. Vraiment, allez le lire, c'est dispo dans tous les formats possibles et imaginables. Surtout qu'en plus de ça, c'est bien sûr un récit qui a eu un impact considérable sur l'industrie du comics. C'est ce récit-là qui a vraiment créé la vague des Elseworlds et en tout cas qui l'a rendu populaire. Et c'est surtout lui qui a montré au grand public qu'un Elseworld pouvait être plus qu'un récit alternatif et pouvait être surtout bien plus qu'un exercice de style. Il pouvait aussi être profondément politique, subversif et stimulant intellectuellement. Mais évidemment, l'avantage d'un Red Son pour le grand public, c'est que c'est beaucoup plus accessible qu'un Watchmen, donc forcément ça plaît bien plus facilement au grand public, et c'est ça qui a fait le succès de ce comics. Et en plus on a un Batman soviétique, donc pourquoi ne pas le lire finalement ? Dans les ténèbres de l'univers d'ici, il existe un monde où la lumière et l'espoir sont étouffés par les ombres et la tyrannie. Sur Terre 3, les héros sont des despotes, et parmi eux, Ultraman en est leur maître absolu. Né sous le nom de Kal 2, ce dernier fils de Krypton fut envoyé sur Terre non pas pour être un symbole d'espoir, mais comme un instrument de vengeance. Ses parents l'ont élevé dans l'idée que la force prime sur tout, lui inculquant une idéologie où la faiblesse est une tare à éradiquer. Son vaisseau s'écrasa alors sur Smallville où il fut recueilli par un couple dysfonctionnel, Johnny et Martha Kent, et loin de l'amour et de la bienveillance qu'a connu le Superman de la Terre principale, ce Superman-là va grandir dans un environnement brutal, forgeant son caractère impitoyable. Adoptant alors l'identité d'Ultraman, il devient le leader du syndicat du crime, une version maléfique de la Justice League. Et sous son règne, Terre 3 sombrera dans une dystopie la plus totale, une ère de peur et d'oppression où la justice était pervertie et la liberté opprimée. Et Ultraman se distingue d'ailleurs par une inversion troublante avec Superman. Lui tire sa puissance de la kryptonite qu'il consomme comme une drogue pour augmenter toujours plus ses pouvoirs. Et au contraire, il est affaibli par la lumière du soleil jaune. Son comportement aussi est radicalement opposé à celui de Superman. Lui est marqué par une cruauté sans limite. Prêt à tuer pour des infractions mineures, il impose sa volonté par la terreur la plus pure. Sa relation d'ailleurs avec Superwoman, sa coéquipière, est tout aussi toxique, entachée de trahison et de manipulation. Ultraman incarne ainsi une réflexion sombre sur le pouvoir absolu de la corruption. Il représente ce que Superman aurait pu devenir sans les valeurs d'altruisme et de compassion inculquées par les Kent. Et bien sûr, si vous voulez découvrir ce personnage plus en détail, je vous conseille l'excellent run Justice League de Jeff Jones. C'est ce qui a lancé les New 52, c'est littéralement la meilleure porte d'entrée possible pour commencer les comics. Et dans ce run, vous avez l'événement Forever Evil où le syndicat du crime va arriver sur la Terre principale, ce qui va donner un affrontement absolument monumental entre la Justice League et le syndicat du crime.
All Star Superman, c'est le chef-d'œuvre écrit par Grant Morrison et dessiné par Frank Quitely, deux légendes absolues du comics qui ensemble ont profondément marqué l'industrie du comics par sa tonalité à contre-courant des tendances cyniques et sombres de l'époque. On était en effet en plein âge sombre du comics où les comics voulaient se la jouer sérieuse. On avait The Dark Knight Returns, Watchmen quelques années avant, Red Son, etc. Les comics c'était du sérieux, Gotham Knight c'était du lourd, mais All Star Superman vient apporter de l'espoir et de la lumière dans ce monde de ténèbres et effectivement son approche narrative innovante va marquer les lecteurs encore aujourd'hui. Et pourtant, malgré cette approche vraiment différente, le postulat est plutôt sombre car en effet dans ce comics, Superman est condamné à mourir. Son corps, surexposé au rayonnement solaire, se désintègre lentement. Chaque cellule de son organisme brûle d'une énergie surhumaine. Il sait pertinemment qu'il lui reste seulement quelques jours à vivre et décide de consacrer ses derniers jours à accomplir 12 grandes épreuves, un clin d'œil évident aux 12 travaux d'Hercule. All Star Superman est donc une réinvention moderne du mythe d'Hercule, une sorte de testament, un regard posé sur la grandeur de Superman, non pas en tant que force brute ou divinité invincible, mais en tant qu'idéal. Et ainsi, l'impact du comics sur l'industrie est à la fois esthétique et narratif, mais aussi philosophique, car comme je vous l'expliquais, à l'époque, c'était les comics sombres qui prédominaient. Mais Grant Morrison, lui, choisira de prendre le contre-pied total. Il choisit la lumière plutôt que l'ombre, la gentillesse plutôt que le cynisme, et l'espoir plutôt que la vengeance. Il réhabilite un Superman solaire, bienveillant, presque christique, sans jamais tomber dans la naïveté. Il prouve que l'on peut écrire un Superman puissant et touchant, invincible et vulnérable. Il prouve par ce récit que l'on peut écrire un Superman à la fois puissant et touchant, à la fois invincible et vulnérable. Le style de Morrison est dense, poétique, presque lyrique, et chaque épisode constitue une petite fable, un fragment d'épopée qui montre un moment d'humanité pour Superman. Et bien sûr, on se souvient de scènes devenues cultes, comme celle où Superman va venir réconforter une adolescente suicidaire prête à se jeter dans le vide. Une scène qui à l'époque a grandement marqué les esprits jusqu'à aujourd'hui et qui d'ailleurs est encore d'actualité aujourd'hui puisqu'elle est encore parodiée dans The Boys par exemple. Mais on a aussi par exemple la scène de confrontation finale avec Lex Luthor qui est exceptionnelle et qui brille par sa simplicité. Personnellement, All Star Superman c'est vraiment un comics que j'affectionne particulièrement. Pour moi c'est un rappel fondamental, Superman n'est pas obsolète, il n'est pas trop puissant pour être intéressant, il n'est pas ennuyeux parce qu'il est bon, il est la fondation même du mythe des super-héros. Et Morrison, en revenant à cette essence, a redonné ses lettres de noblesse à un personnage qui dans l'esprit des fans était inintéressant. Et d'ailleurs, je suis extrêmement content que visiblement, dans les extraits qu'on en a pour le moment, James Gunn se soit inspiré de All Star Superman pour son film. Parce qu'effectivement, au moment où j'enregistre, on n'a pas encore le film, on n'a que la bande-annonce. Et ça a l'air de beaucoup ressembler à certains éléments du comics. Donc évidemment, allez lire le comics avant de voir le film. Peut-être que vous verrez des références, etc. Et en tout cas, moi j'ai très hâte d'aller voir Superman, putain. Dans l'immensité vertigineuse du temps, où les civilisations naissent et s'effacent comme des étincelles dans l'obscurité cosmique, un nom pourtant continue de briller avec une intensité presque divine. Superman Prime 1 Million. Il n'est pas simplement le survivant de Krypton, il est le dernier soleil, l'incarnation immortelle d'un idéal devenu légende. Son histoire commence là où toutes les autres s'arrêtent. Au XXIe siècle, Kal-El, alias Superman, défend la Terre avec une détermination sans faille. Mais le temps, lui, n'est pas un ennemi que l'on peut affronter avec les poings. Il voit mourir ses parents adoptifs, ses amis, ses alliés et finalement Lois Lane, son grand amour. Et cette perte va alors tout changer pour Superman. Ayant vu le monde évoluer sans lui, il choisit l'exil volontaire. Il va quitter la Terre, confier l'avenir à ses descendants, la dynastie des Superman, et va entamer un voyage cosmique de plus de 50 000 ans. Et durant ce pèlerinage à travers les étoiles, il va explorer les mystères les plus enfouis de l'univers. Il va étudier avec les moines de la 4e dimension, s'initier aux sciences néo-kryptoniennes et affronter les entités cosmiques les plus oubliées de l'univers. Puis un jour, il va entrer dans un super soleil, une étoile artificielle créée par ses héritiers et s'y enfermer pendant 15 000 ans. Mais ce que l'on pourrait prendre pour un sommeil n'en est pas un, c'est une métamorphose. Car quand il ressortira de ce super soleil, il n'est plus un homme. Son corps, irradié entièrement d'énergie de soleil pur, brille d'un or incandescent.
Ses pouvoirs n'ont plus de limites connues, il peut plier la réalité à sa volonté, survivre à la fin de l'univers, voyager dans le temps sans technologie, il devient un gardien silencieux de la création, n'intervenant que lorsque l'équilibre même du cosmos est menacé. Et dans l'événement DC 1 Million, c'est lui qui reviendra pour sauver la Terre du 853e siècle d'une menace provoquée par Vandal Savage et l'ordinateur solaire maléfique Solaris. Et ses pouvoirs seront si grands que dans un acte d'amour ultime, il parviendra à ressusciter Lois Lane à partir de son ADN conservé dans le cœur de Solaris. Il l'emmènera vivre avec lui dans un palais entièrement constitué d'or au cœur du super soleil. Il y vit désormais avec Lois Lane, éternel, divin, mais jamais détaché de son humanité originelle. Son existence est d'ailleurs devenue un mythe fondateur pour les générations futures de héros. Les Green Lantern le respectent comme une entité sacrée, et même les New Gods, dans leur arrogance divine, l'admirent en secret. Mais d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette version qui est l'une des plus puissantes de Superman, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les versions les plus puissantes de Superman. Bah dis donc, ça tombe bien. Concernant les projets de films avortés sur Superman, il y en a un qui est vraiment ultra intéressant et qui paradoxalement est pas très connu, c'est le projet de script proposé par Mario Puzo, qui est, attention pour ceux qui ne le connaissent pas, l'auteur du Parrain. Voilà, le mec pèse légèrement. Donc oui, effectivement, on a raté un film Superman écrit par le mec qui a écrit le Parrain, ça aurait pu être vraiment absolument excellent. Parce que oui, du coup à ce moment-là, on est en 1974 et la production du film Superman va commencer, film qui donnera quelques années plus tard le film Superman avec Christopher Reeve. Et justement, avant de trouver un réalisateur ou encore des acteurs, il faut évidemment un script pour pouvoir valider le projet, et ce script sera confié du coup à Mario Puzo, qui va écrire une histoire sur Superman, une histoire qui devait couvrir deux films, Superman 1 et Superman 2, et qui était volontairement lourd, une adaptation cinématographique assez sombre du personnage, qui devait trancher avec la version colorée et enfantine qui était attribuée à Superman à l'époque, et du coup Mario Puzo, voilà, il voulait pas partir sur ça, il voulait partir sur des thèmes vraiment plus sombres et plus adultes pour faire du film Superman un vrai film que les adultes auraient pu apprécier. Parce que évidemment dans les années 70 l'image du super-héros n'est pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui était attribué plutôt aux ados et aux enfants et pas du tout aux adultes. Et d'ailleurs c'est peut-être ça qui va causer la perte de ce projet, car effectivement les producteurs après avoir lu le script vont se désengager de ce premier script et le faire réécrire plusieurs fois jusqu'à aboutir en 1978 à la version que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'avoir un traitement narratif un peu plus profond et mature des personnages aurait pu être intéressant, surtout quand on voit ce que ça a donné Superman 3. Bon voilà, est-ce que ça aurait été pas mieux de le faire directement avec un thème un peu plus sombre et mature, parce qu'effectivement ils ont voulu faire ça à la fin et ça donnait complètement n'importe quoi. En tout cas, je suis assez curieux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez eu connaissance de ce projet, parce que honnêtement, j'ai jamais vu personne en parler sur YouTube, alors c'est quand même le putain d'auteur du Parrain, ça aurait pu vraiment être un truc de fou. Le projet de trilogie Superman imaginé par Matthew Vaughn et Mark Millar dans les années 2000, c'est vraiment le plus grand essai du cinéma. Qu'est-ce qui se serait passé si ces deux génies avaient eu Superman entre les mains pour le réaliser vraiment à Hollywood? Ça aurait pu être vraiment absolument incroyable, car effectivement Warner Bros, avant de confier du coup l'homme d'acier à Zack Snyder pour faire le film Man of Steel en 2013, eh bien il y avait un projet qui avait été donné au duo britannique Matthew Vaughn et Mark Millar, qui comptait évidemment en faire un projet radicalement différent de ce qu'a fait Zack Snyder, puisque il voulait partir sur une approche plus empathique et plus lumineuse de Superman. Et franchement, malgré le peu de détails qu'on a, ça avait vraiment l'air d'un projet absolument incroyable, puisque leur objectif était en fait de retracer l'intégralité de la vie de Superman depuis ses origines sur Krypton jusqu'à ses derniers instants, alors que le soleil est en train de se transformer en supernova et que du coup le système solaire va complètement être éradiqué. Ouais, les mecs étaient légèrement ambitieux, ils voulaient vraiment faire un truc à la Seigneur des Anneaux avec un film par an, une espèce d'énorme saga sur Superman. Ça aurait pu être juste complètement fou, surtout quand on connaît le talent qu'ont ces deux personnes. Matthew Vaughn, vous le connaissez forcément pour ses films adaptés de comics comme Kingsman, Kick-Ass ou encore X-Men le commencement, que je trouve absolument excellent, et d'ailleurs il a adapté beaucoup de comics de Mark Millar, qui lui est un des scénaristes de comics les plus influents de cette époque, puisqu'on lui doit des comics absolument cultes comme Kingsman et Kick-Ass évidemment, mais aussi des trucs comme Old Man Logan, Wolverine, Nemesis, P-Game et tout ce qu'il a fait autour du Millar World, avec notamment Superman
Super Crooks, etc. C'est vraiment un scénariste extrêmement influent. Et pour finir avec cette entrée de l'iceberg, deux petites anecdotes. La première concernant l'histoire, parce que en effet, il voulait réinventer l'histoire de Krypton, il voulait faire en sorte qu'en fait la planète soit sur le point d'exploser, mais le père de Superman, quand il envoie Superman dans l'espace, eh bien en fait il se trompe sur le timing et la planète va périr, mais que quelques années plus tard, au moment où Superman est déjà adulte, ce qui fait qu'il aurait pu du coup explorer la diaspora kryptonienne entre guillemets et introduire du coup des conflits entre différents kryptoniens qui auraient survécu. Ça aurait pu être vraiment hyper stylé. Et la deuxième anecdote, c'est concernant le casting, puisque effectivement Matthew Vaughn envisageait pour jouer Superman Charlie Cox, donc que vous connaissez évidemment pour Daredevil, car l'idée du coup derrière c'était de présenter un Superman plus ordinaire, accessible et loin des représentations surhumaines habituelles, comme notamment celle de Henry Cavill, et lui parle notamment du fait que les films de super-héros étaient assez sombres avec des persos extrêmement violents et puissants, comme notamment le Batman de Christian Bale. Et d'ailleurs, il avait aussi mentionné en interview qu'il envisageait Taron Egerton pour jouer Lex Luthor, donc voilà, il aurait eu son casting parfait avec tous les acteurs qu'il aime bien, ça aurait pu vraiment être super cool. Mais évidemment, vous connaissez l'histoire, Warner Bros va vouloir jouer la sécurité et du coup ils vont vouloir surfer sur la vibe des super-héros un peu plus sombres qui marchaient bien à l'époque, notamment après le succès de The Dark Knight de Christopher Nolan. Et du coup ils vont engager Zack Snyder pour faire le film Man of Steel qui sortira donc en 2013 et qui évidemment est radicalement différent de ce projet là. Bon voilà, personnellement, quitte à choisir, je pense pas que je serais parti sur Man of Steel, même si évidemment j'aime beaucoup Henry Cavill. Ok, imaginez un monde où Superman n'est pas encore né, un monde en pleine chute, rongé par les conflits politiques, les complots de caste et les prophéties oubliées. C'est ce que proposait la série Krypton, une série diffusée en 2018 sur Sci-Fi. Ici, pas de Clark Kent, pas de Superman, mais bien Seg-El, son grand-père, un jeune homme alors pris dans la honte d'un nom déchu et le destin d'une lignée censée engendrer le plus grand héros de l'univers. Et franchement, cette série était vraiment hyper cool, je la trouve absolument sous-cotée. On y voyait notamment Krypton en plein conflit entre les différentes castes politiques, en plein conflit social. C'était un peu le Game of Thrones finalement de DC Comics. Et surtout, on y voyait plein de personnages de l'univers de DC Comics et évidemment de la mythologie de Superman, comme par exemple Brainiac, Doomsday ou encore Adam Strange. Et c'est un perso que j'aime énormément, je vous conseille Strange Adventures à 150 millions de pourcents, ce comic c'est phénoménal. Mais rien à voir avec le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, puisque dans le premier épisode de la deuxième saison, le personnage de Lobo va faire sa première apparition en live action. Et Lobo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un personnage emblématique de l'univers de Superman, sorte de mercenaire de l'espace avec un franc-parler absolument incroyable. Vraiment, c'est le John Constantine de l'espace, le mec s'en bat les couilles, il arrive, il tire sur tout le monde, il fait ses contrats, il en a rien à foutre d'être gentil ou d'être méchant, c'est vraiment un personnage hyper badass et surtout qui est extrêmement puissant et qui parfois peut même rivaliser avec Superman. Et justement, cette première apparition de Lobo va créer une petite hype autour du personnage et Sci-Fi, du coup la chaîne qui produit Krypton, va donc décider de créer un projet de spin-off sur ce personnage, d'autant qu'on est vraiment dans la bonne période pour le faire puisque notamment des projets comme Deadpool avec des personnages extrêmement irrévérencieux fonctionnent extrêmement bien. Du coup ils se sont dit banco, on y va. Et franchement je m'en souviens très bien parce que ce projet c'est le plus gros flop vraiment que j'ai connu, c'est le plus gros flop de l'humanité. Je m'en souviens très bien quand Krypton du coup saison 2 sortait, vraiment les rumeurs se propageaient ultra rapidement, vraiment tout le monde ne parlait plus que de ça à un moment donné. On avait vraiment l'acteur de Lobo qui disait ouais le projet est prêt, on avait apparemment un pilote et une saison entière qui était écrite, ça disait même qu'il y avait Michael Bay qui allait être sur le projet, donc vraiment tout le monde était ultra hypé, sauf que malheureusement Krypton saison 2, ça va flop, voilà, tout le monde s'en battait les couilles de la série, vraiment les audiences vont être catastrophiques de chez catastrophique, et du coup évidemment par conséquence le projet Lobo va être complètement annulé. Et d'ailleurs Lobo, vraiment tout le monde s'était monté la tête en mode ouais le personnage est hyper stylé, ça va être hyper important, on le voit que 2 fois dans la série, voilà. Vraiment c'était terrible, on le voit que 2 fois, après ses apparitions sont cool, mais vraiment il apparaît 2 fois 15 minutes et c'est fini quoi. Genre vraiment c'est le plus gros flop de l'histoire de l'humanité. Et c'est pire que ça en fait, le truc n'a même pas eu le temps de flopper que ça avait déjà pas marché, vraiment c'est c'est terrible. Dans les années 90, vous le savez sûrement, mais l'industrie du comics va mal, c'est la crise vraiment. On est prêt à tout pour vendre des comics parce que les comics ne se vendent plus. La faute à qui? La faute évidemment à Marvel, comme d'habitude. Jamais loin des bons plans, mais jamais loin des mauvais non plus, hein. Et là, vous allez me dire comment est-ce qu'on sauve la situation? Du coup, évidemment, comment est-ce qu'on règle cette crise économique dans le monde des comics? Eh bien, c'est très simple, on fait des projets intéressants, voilà, des comics sombres, matures, originaux. Non, pas du tout, évidemment, on va faire des fusions avec DC Comics pour faire toujours plus de fanservice. Voilà, ça, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée.
Et c'est comme ça qu'en 1996 sortira le crossover DC vs Marvel, qui sera donc à l'origine de la création d'un nouveau label, le label Amalgam. Alors pas d'amalgame avec les amalgames d'aujourd'hui évidemment, là on est sur l'amalgame entre DC Comics et Marvel, puisque effectivement ce nouveau label va proposer des projets qui vont fusionner les super-héros des deux maisons d'édition. On aura évidemment des héros extrêmement stylés comme Speed Demon, que je trouve absolument fou, ou encore Darklo, la mélange entre Wolverine et Batman qui a un flow absolument monumental. Mais évidemment, une des fusions les plus emblématiques, c'est celle entre les deux personnages les plus emblématiques des deux maisons d'édition, à savoir Captain America et Superman, et quand on les fusionne, eh bien ça donne Super Soldier, évidemment, le super soldat ultime. Ah là, globalement, tu peux pas prendre une plus grosse dose d'Amérique dans ta gueule. Bon, après, malgré le fait qu'on ait quand même Mark Waid au scénario et Dave Gibbons au dessin, ce qui est plutôt engageant, c'est un très bon duo créatif, mais malgré ça, évidemment, l'histoire est foudroyée au sol, parce que les mecs ont fait littéralement aucun putain d'effort. Parce que du coup, évidemment, tous ces personnages ont une nouvelle origin story, et l'origin story de Super Soldier, attention, très original. En gros, c'est un Kryptonien qui arrive sur Terre et à qui on injecte le sérum de Captain America, voilà. Les mecs ont vraiment fait une fusion avec les deux histoires, ils ont fait absolument aucun putain d'effort, ça me détruit. Et attention, visiblement, on a eu la même charge de travail pour le méchant, puisque le méchant, ce sera Ultra Metallo, une version fusionnée donc entre Lex Luthor et Metallo, voilà. Les mecs, vraiment, ils se sont fait chier, ils ont réfléchi au moins 30 secondes. Et d'ailleurs, je vais pas trop m'attarder sur le label Amalgam, puisque j'en ai déjà fait des vidéos, je vous les mets en fiche ou quoi si ça vous intéresse évidemment, parce que en vrai je suis un peu méchant, il y a quand même des très bonnes idées, il y a surtout une histoire multiverselle vraiment qui lie les deux univers qui est assez intéressante et franchement assez cool. Voilà, j'ai été un peu méchant, mais c'est vrai que sur l'histoire de Super Soldier en tant que tel, c'est un petit peu léger. Et oui, évidemment, on fait un iceberg sur Superman, on peut pas omettre le fait que c'est avant tout un super papa, enfin un super papa je sais pas, mais en tout cas c'est déjà un papa et c'est déjà pas mal. Parce que oui, Superman c'est aussi la Superman Family qui s'est d'ailleurs bien agrandie au fil des années. Mais évidemment, si on parle de la Superman Family, il faut parler de Jon Kent qui est littéralement le fils de Superman et qui d'ailleurs a une origin story vraiment ultra compliquée puisque sa base de retcon et de chronologie alternative, je sais pas quoi, vraiment je vais essayer de vous la faire simple mais c'est compliqué parce que en gros du coup Jon Kent apparaît pour la première fois dans Convergence Superman numéro 2 sorti en 2015 qui est issu du coup d'une intrigue où Clark et Lois vivent sur une planète éloignée, du coup ils vivent en secret après avoir fui les bouleversements de l'univers principal, notamment après l'événement Convergence. Et c'est donc dans ce havre de paix secret que va naître Jon Kent. Il sera élevé avec beaucoup d'amour par ses parents et sera donc à la fois humain et kryptonien. Sauf que évidemment là c'est trop facile, voilà, il fallait faire un truc beaucoup plus compliqué pour un personnage aussi important. Du coup avec l'événement DC Rebirth, eh bien il va y avoir des chronologies qui vont être fusionnées, je vous passe les détails, c'est un peu compliqué, mais en gros il va tout simplement être retcon et ses origines vont être réécrites. Et dans la nouvelle continuité, bon qui est pas vraiment une nouvelle continuité, mais bon bref, en gros dans la nouvelle version, tout simplement il a grandi à Smallville, il est né du coup pareil de Superman et de Lois Lane, il est à la fois kryptonien et humain, et du coup va apprendre peu à peu à être un super héros. On le verra notamment grandir dans le comics Super Sons, où avec Damian Wayne, du coup le fils de Batman, eh bien ils apprendront ensemble à être des héros et à suivre l'exemple de leurs parents. Et d'ailleurs Super Sons c'est vraiment un comics qui est vraiment plutôt cool, vous avez notamment Jorge Jiménez au dessin, donc c'est vraiment magnifique, sauf que après du coup dans l'histoire de Jon Kent viendra le scénariste Brian Michael Bendis qui lui a décidé, on ne sait pas pourquoi, de voler l'enfance de Jon Kent littéralement. C'est le plus grand braquage du siècle, on sait pas pourquoi il a fait ça, mais il a fait ça. Parce que oui, malgré le fait que ce soit quand même un bon scénariste, là il a pété un câble, il s'est dit c'est une bonne idée si on prend Jon Kent, qu'on l'enlève de l'histoire et qu'on le remet dans l'histoire avec 17 ans de plus. Donc vraiment, en gros, le personnage va partir explorer le temps et quand il va revenir, il aura 17 ans. Donc voilà, on a perdu toute l'enfance et l'adolescence de Jon Kent, c'est un peu dommage. Et du coup, quand il va revenir sur Terre voir ses parents, eh bien, il aura déjà 17 ans. Voilà, donc évidemment, c'est un moyen de le faire grandir artificiellement. C'est un petit peu dommage parce que explorer son enfance un peu plus en détail, ça aurait pu être vraiment cool. Et surtout ça change complètement la parentalité de Lois et Clark qui étaient habitués à avoir un enfant, et vraiment c'était hyper cool de voir Lois et Superman explorer cette parentalité là, et du coup là ils se retrouvent avec un ado qui est quasiment adulte, qui a déjà vécu plein de choses et qui a plus besoin d'eux, donc c'est un petit peu dommage, mais après ce n'est que mon avis évidemment. Et après pour la continuité principale, en vrai c'est pas si mal puisque en effet Superman sera pris notamment dans une bataille cosmique absolument énorme qui s'appelle la saga du War World, et du coup il ne pourra plus pendant ce temps là protéger la Terre, et c'est donc son fils qui va devenir le Superman de la Terre et qui va apprendre
à devenir Superman à la place de son père, et c'est le run du coup Superman Son of Kal-El écrit par Tom Taylor qui est vraiment excellent, et vous connaissez forcément ce run ne serait-ce que par la polémique qu'il y a autour, puisque c'est dans ce run là qu'on va apprendre que Superman du coup John Kent est bisexuel. Voilà, attention, je pense qu'on va jamais s'en remettre, il aime aussi les hommes, voilà, c'est à mon avis c'est un motif pour faire brûler Twitter en entier, voilà, je pense qu'on va jamais s'en remettre. Bon, après évidemment qu'il y a aussi des travers avec ça, puisque effectivement il y a notamment des quotas maintenant respectés et tout, donc voilà, on sait que notamment les trucs un peu woke etc, ils sont obligés d'en mettre un petit peu, mais là c'est un nouveau personnage, vraiment tout est à faire, tout est à construire sur ce personnage, donc je vois pas pourquoi c'est un problème. Ce qui est un peu chiant je trouve vraiment à mon sens, c'est quand ils prennent un personnage qui existe déjà et qu'ils le changent, qu'ils lui inventent des trucs qui sortent de nulle part. Là effectivement c'est un peu relou, ça sort de nulle part et c'est complètement con, mais pour un personnage moderne qui est tout nouveau et où tout est à construire, franchement je vois pas du tout en quoi ça pose problème. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, évidemment dans le respect de chacun, parce que sinon ça va partir en couille très rapidement. Superman for All Seasons, c'est très certainement un de mes comics préférés sur Superman, et c'est très certainement aussi un des meilleurs, voire le meilleur comics sur Superman, car en effet on est sur un duo créatif qui déjà est absolument fou, Jeff Loeb et Tim Sale au dessin, et ensemble, plus qu'un comics, ils vont écrire un véritable conte sur l'homme d'acier, un récit doux amer, baigné de lumière dorée, de champs de blé et d'une mélancolie profonde. Et ce qui est fou, c'est de se dire que ce même duo sortait à peine de Batman The Long Halloween, un polar noir, dur, devenu une référence absolue. Mais pour leur prochain projet, ils comptaient bien faire absolument tout l'inverse, car ici, c'est la lumière qui domine, c'est un récit lumineux, brut et poétique, presque nostalgique. Et Jeff Loeb dira même qu'il souhaitait raconter un Superman à la fois humain et fragile, encore incertain de ce qu'il est censé représenter. Et pour cela, ils adoptèrent ensemble une structure simple mais puissante, 4 chapitres pour représenter les 4 saisons de l'année, chacune racontée du point de vue d'un proche de Clark Kent, parce que pour comprendre Superman, il ne suffit pas de voir ce qu'il fait, il faut comprendre comment les autres le perçoivent, et surtout ce qu'il représente à leurs yeux. Et ainsi, la première saison qui va nous être contée, c'est le printemps, raconté par Jonathan Kent, le père de Superman, lui qui voit son fils s'élever au-dessus du sol et qui va devoir apprendre à le laisser partir. Ce chapitre est une hymne à l'innocence, à l'adolescence perdue et à des adieux silencieux. Clark va quitter Smallville pour Metropolis, pour devenir Superman, pour s'épanouir, même si lui-même ne sait pas encore qui il est vraiment. Ensuite vient l'été, où c'est Lois Lane, l'intrépide, la journaliste, qui va nous raconter l'histoire. Elle observe cet homme qui vole au-dessus des buildings, trop parfait pour être vrai. Et même si elle ne l'aime pas encore, elle est fascinée par le mythe que représente Superman. Elle est fascinée mais méfiante, car Superman est un symbole mais qui reste à distance. Et dans ce chapitre, on sent la naissance du mythe et par conséquent l'éloignement de l'homme. Ce chapitre est clairement dédié à Superman et Clark Kent s'efface alors pour donner naissance au mythe de Superman. Ensuite vient alors l'automne où c'est Lex Luthor, le manipulateur, l'ennemi juré qui va nous raconter l'histoire. Car en effet, il voit en Superman une menace pour l'ordre établi, une aberration, un idole à renverser. Et il s'attaque là où ça fait mal, la confiance. Ce chapitre est le point de rupture. Quand Superman doute, quand il vacille, il envisage de renoncer. Et ce chapitre nous montre alors que même les dieux peuvent avoir le cœur brisé. Et enfin, vient alors l'hiver, où c'est Lana Lang, l'amour de jeunesse de Clark, qui va nous raconter l'histoire. Elle, qui est restée à Smallville, elle, qui connaît Clark avant le costume, et elle seule peut lui rappeler d'où il vient, pourquoi il est là, et pourquoi il continue malgré tout. C'est elle qui va réanimer une flamme mourante perdue dans un blizzard d'hiver. Et Superman va alors revenir, pas comme un dieu, mais comme un homme prêt à porter sur ses épaules le poids du monde. Franchement, quand je vois ces cases, ça me fait quelque chose. C'est un des rares comics qui me fait vibrer. Superman for All Seasons, c'est une œuvre lente, c'est une œuvre contemplative qui est complètement à contre-courant des récits de baston et de bagarres qu'on a l'habitude de voir dans le monde des comics. Ici, pas de Doomsday, pas de Kryptonite, pas de menace cosmique. Le seul danger, c'est le doute, l'isolement et la peur de ne pas être à la hauteur. Et très honnêtement, parmi tous les comics dont je vais vous parler aujourd'hui, s'il y en a un seul
un seul et unique que vous devez lire, c'est celui-là, c'est Superman for All Seasons, car c'est un des comics, un des rares comics qui peut vous faire comprendre que les comics ne s'arrêtent pas à ce que l'on peut en penser, ils sont bien plus vastes, bien plus profonds, et que parfois même, ils peuvent vous toucher. Ah voilà, je défie quiconque de rester indifférent devant ce comics, vraiment c'est une pure masterclass. La scène est 1000 fois trop longue, tu le vois marcher, mais putain, mais je sais pas, faites un cut, non? Bon, et ensuite vous avez tous les classiques de Superman, vous avez le Daily Bugle, vous avez Lois Lane, vous avez aussi la musique, de toute façon des films originaux Superman, ce qui est totalement... Et en parlant de pire, justement, voilà le film philippin sur Supergirl. Alors oui, c'est pas un iceberg sur elle, mais bien sur Superman. Mais comme je suis pas sûr que Supergirl ait droit un jour à son propre iceberg, je le mets là. Même si d'ailleurs, entre parenthèses, un iceberg sur Supergirl, ce serait une masterclass parce qu'il y a vraiment 1000 trucs à dire différents. Et c'est un perso qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, moi je tends la perche, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais quoi qu'il en soit, petite parenthèse refermée, et quand même parlons un petit peu de ce film Supergirl qui lui date de 1973, qui est donc en noir et blanc puisqu'il est produit aux Philippines sans aucune licence et surtout sans aucun putain de budget. Et première chose que l'on peut remarquer, c'est que si déjà on prend des moments aléatoires du film, n'importe quel moment on dirait un putain de film d'horreur, vraiment c'est terrifiant. Non mais je suis désolé, regardez cette scène, est-ce que vous pouvez deviner que c'est un film Supergirl? Vraiment mais on dirait l'exorciste, c'est terrible. Ah mais vraiment le film il dégage quelque chose de Kurt, quelque chose de glauque, parce que c'est peut-être le côté noir et blanc, le côté qui lag. En plus moi je l'ai regardé du coup en philippin parce que j'ai pas trouvé la version traduite en anglaise, du coup j'ai rien compris du tout, j'ai compris que sa sœur elle était aveugle, ce qui va, enfin, vraiment j'ai rien compris, il y a un scientifique fou aussi dans le film, mais putain s'il n'y avait pas le résumé sur Wikipédia, vraiment j'aurais rien capté du tout. Non mais vraiment regardez cette scène, est-ce que c'est fait pour des enfants? Mais genre vraiment c'est hyper anxiogène, genre vraiment le film il est ultra badant, vraiment c'est un putain de film d'horreur, c'est terrible. Non mais vraiment vous allez dire que j'ai qu'une vanne, et c'est le cas d'ailleurs, j'ai qu'une vanne, mais vraiment le film c'est terrible, on dirait un putain de film d'horreur. Je vous invite vraiment à le faire, vous tapez Supergirl 1973 dans YouTube, là vous mettez en pause la vidéo, vous le faites juste à côté dans l'onglet d'à côté, et vraiment vous prenez des moments au hasard, je vous jure à 100% vraiment que chaque moment on dirait un putain de film d'horreur, vraiment il n'y a aucun moment qui est cohérent, tout fait peur, c'est terrible. Non mais pitié faites-le et dites-moi en commentaire si j'ai tort, vraiment que quelqu'un me dise que j'ai tort. Bon après plus sérieusement je vous mets aussi la petite scène de bagarre pour que vous puissiez voir évidemment l'étendue du talent des acteurs et des cascadeurs évidemment, non c'est faux évidemment, les gens étaient des figurants pris directement sur place comme on faisait souvent à l'époque, surtout pour les films qui n'avaient absolument aucun budget, hein. Quand vous voyez la cape de Supergirl vous devinez évidemment le budget qui a été mis dans le film, mais par contre plus sérieusement c'est un film qui est assez précurseur dans la mesure où c'est un film Supergirl avec donc une héroïne féminine dès 1973, et pour rappel le film Supergirl américain lui sortira plus de 10 ans plus tard en 1984, donc en ce sens c'est quand même un film qui a été assez précurseur. Et c'est d'ailleurs aussi la première apparition de Supergirl en live action, voilà, donc petite anecdote sympa, et pour ça je propose évidemment qu'on applaudisse le film évidemment et qu'on s'excuse auprès de lui. Ah putain c'est quoi cette horreur? Cosmic Armor Superman. 3 mots qui font frémir tout le multivers tant ils sont synonymes de puissance, car oui, Cosmic Armor Superman, c'est un des persos les plus puissants, oui, de DC Comics, vous le savez car j'en ai parlé 40 000 fois sur la chaîne, voilà, je suis obligé de le mettre dans l'iceberg, parce que si je le mets pas, on va me dire t'as pas parlé de Cosmic Armor Superman, quoi. Mais si je le mets, on va me dire t'as parlé trop de fois, et ben je suis bloqué, d'accord, il n'y a pas de bonne solution. Donc voilà, personne n'en parle, j'en parle, c'est comme ça, au moins il y a une chaîne sur YouTube qui parle de ce perso, parce qu'il est quand même vachement cool, et surtout, on voit tout et n'importe quoi sur ce perso, c'est quand même assez grave. Sur TikTok, on voit des choses, des gens qui n'ont même pas lu de comics en fait, qui te disent oui, il peut faire ci, ça, mais les mecs n'en savent absolument rien. Qui d'ailleurs sont en général les mêmes qui se plaignent que ce comics là et certains autres sont que en anglais et que du coup ils peuvent pas le lire parce qu'ils savent pas lire l'anglais. Alors bon, déjà Google Traduction, bah c'est gratuit, et en plus de ça ce comics est disponible en français. Oui, vous avez les 2 issues du coup de Superman Beyond qui sont les 2 issues avec l'histoire de Cosmic Armor Superman dans le Final Crisis tome 3 sorti chez Urban Comics, qui doit être trouvable en occasion à pas non plus ultra cher. Donc voilà, si jamais ce personnage là vous intéresse en particulier, c'est disponible en français.
Et vraiment, pour faire très simple, je vais pas revenir sur toute l'histoire parce qu'elle est assez dense et complexe, mais en gros le pouvoir principal du coup de Cosmic Armor Superman, c'est tout simplement qu'il ne peut pas perdre. Voilà, donc on est quand même sur un pouvoir assez cheaté, on est d'accord. Et quand je dis qu'il peut pas perdre, c'est pas en mode oui j'extrapole par rapport à ce qui a marqué dans le comics, c'est une interprétation, non, c'est mot pour mot ce qui a marqué dans le comics. Dès que son adversaire gagne de la puissance, et bien sa puissance à lui augmente proportionnellement, ce qui fait qu'il est toujours aussi puissant, voire plus puissant du coup que l'adversaire qu'il affronte, si tant est bien sûr que l'adversaire qu'il affronte soit une menace pour le multivers en entier, car évidemment vous doutez que Cosmic Armor Superman c'est pas un personnage qui est là tout le temps, c'est un personnage qui est vraiment apparu qu'une seule fois pour défendre le multivers quand vraiment il était en péril, le péril finalement le plus critique possible. Parce que oui, Cosmic Armor Superman, il a eu un seul adversaire qui est Mandrake, un monitor du coup. Les monitors sont les êtres en fait qui gèrent finalement le multivers et c'est un monitor qui a été corrompu par une énergie extrêmement sombre et qui voulait aspirer toutes les histoires en fait pour détruire le multivers afin de le faire retourner à l'état de vide primordial. Vraiment, il voulait tout détruire et annihiler finalement le concept même d'histoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que Cosmic Armor Superman, lui, représente finalement la vivacité de l'univers, il représente les histoires elles-mêmes. Et c'est aussi pour ça dans le comics qu'on nous dit que Cosmic Armor Superman c'est une super histoire. En fait c'est un concept qui a pris vie, c'est un concept qui représente vraiment la vivacité de l'univers, qui représente les histoires elles-mêmes et le fait qu'elles ne veulent pas se laisser effacer, et surtout du coup qui représente aussi finalement le bon côté de chaque dichotomie conceptuelle. Cette phrase est beaucoup trop compliquée mais vous avez compris l'idée. Bon, en gros, lui c'est le gentil et l'autre c'est le méchant, voilà, c'est extrêmement simple. Et en fait, il représente tous les gentils, il représente le bien ultime et finalement vraiment la vie qu'il y a à l'intérieur de l'univers. Et c'est donc pour ça que c'est lui la dernière sentinelle. C'est pour ça que c'est lui le dernier héros restant quand tous les autres héros sont tombés. Mais attention, nouvelle règle, car effectivement, pour ceux qui connaissent pas bien Cosmic Armor Superman, c'est pas un personnage qui évolue comme ça dans l'univers. C'est un personnage qui est extrêmement unique, car effectivement, il est issu de la fusion entre deux personnages qui eux existent réellement, donc Superman et Ultraman, un qui représente évidemment le côté bienveillant de tous les super-héros, donc Superman qui est vraiment le héros ultime, et Ultraman qui lui représente la part malveillante du super-héroïsme et qui est donc un Superman corrompu, empreint de noirceur évidemment. Et quand on fusionne ces deux parties là, et ben bam, ça donne l'être parfait du coup Cosmic Armor Superman. Sauf que attention, nouvelle règle, pour les fusionner, il faut une puissance absolument immense, et il n'y a que le Captain Allen, qui est donc le Captain Atom de la Terre 3, qui a réussi à les fusionner. Donc voilà, c'est vraiment un perso assez unique qu'on peut pas invoquer comme ça, qui est extrêmement occasionnel et qu'on a vu d'ailleurs qu'une seule fois, même si on sait qu'il est canon dans la continuité principale. D'autant que pour l'invoquer, il faut aussi se situer dans les limbes, et les limbes dans DC Comics, c'est un endroit où vont tous les personnages et les histoires qui ont été oubliés. Et d'ailleurs, dès que tu sors des limbes, eh bien, tu oublies que cet endroit existe, ce qui fait que personne dans le multivers principal ne sait que les limbes existent. Donc forcément, évidemment, on peut pas se douter qu'il faut aller là-bas puisqu'on ne sait même pas que ça existe. En plus de ça, Cosmic Armor Superman du coup réussira à vaincre Mandrake, qui est du coup un monitor corrompu, d'autant que les monitors avant le Flashpoint étaient encore plus puissants, puisqu'à ce moment là du coup il n'y avait pas tout le lore avec Perpetua, c'était vraiment les êtres les plus puissants du multivers tout simplement. Donc vraiment il a battu finalement l'être ultime du multivers. Il a réussi à survivre dans l'Overvoid, etc. Enfin, on est vraiment sur un perso extrêmement puissant, et ça a d'ailleurs été très longtemps le perso le plus puissant de tout DC Comics, si on compte pas évidemment Lucifer, etc. Voilà, en termes de DC Comics pur, c'était lui le plus puissant jusqu'à très longtemps, jusqu'à 2016, mais on en parlera plus tard. Et attention, transition absolument incroyable, Superman, vous le savez, mais c'est un des personnages les plus puissants du coup d'ici Comics. Il est extrêmement fort, il peut voler, il est invulnérable, il est vraiment très puissant, mais il a une seule faiblesse qui lui enlève ses pouvoirs et qui peut même le tuer, c'est évidemment la kryptonite. La kryptonite qui d'ailleurs est devenue un mot courant, voilà, maintenant on dit mot kryptonite pour désigner la faiblesse de quelqu'un, on lui dit c'est sa kryptonite. C'est vraiment un mot qui est rentré dans le langage courant tellement il est puissant et tellement le symbole est bien utilisé, sauf que kryptonite, ça veut tout et rien dire puisqu'il existe évidemment différents types de kryptonite, comme les différents types de profs par exemple. Bon, et ce qui est un peu moins drôle pour moi, c'est qu'il existe 33 types de kryptonite différents, donc évidemment on va pas tous les faire. Donc ce que je vous propose de faire, si ça vous intéresse, on pourrait faire une grosse vidéo sur les 33 types différents, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse évidemment, mais là, parce que sinon ça va durer 1000 ans, on va faire que les 13 couleurs différentes, ce qui déjà est pas trop mal.
Bon, la première évidemment vous la connaissez, c'est la kryptonite vert qui est donc issue directement de Krypton et qui a pour effet d'enlever les pouvoirs de Superman, de l'affaiblir, voire de le tuer s'il est exposé trop longtemps et à de trop fortes doses à la kryptonite. Mais ça peut avoir des effets différents, par exemple sur Ultraman qui lui vient de la Terre 3, ça lui augmente ses pouvoirs, voilà, donc il en sniffe directement pour être plus puissant. Donc voilà, ça dépend un petit peu des types de Superman, mais pour le Superman de Terre principale évidemment ça le tue. Ensuite on a la kryptonite rouge qui a deux versions différentes, la version pré-crisis et post-crisis. Donc pré-crisis évidemment c'était le bordel parce qu'évidemment les comics c'était n'importe quoi, donc la kryptonite rouge avait littéralement des effets aléatoires, voilà, c'était l'attaque métronome dans Pokémon et ça pouvait faire tout et n'importe quoi, ça pouvait transformer Superman en dragon, ça pouvait lui donner des cheveux longs, enfin vraiment c'était absolument n'importe quoi. Et version post-crisis, donc la version plus sérieuse, ça rend du coup les kryptoniens comme translucides, ce qui les oblige à absorber énormément d'énergie solaire et du coup ça les affaiblit énormément et ça peut même directement les neutraliser, et c'est d'ailleurs Batman qui essaiera d'en recréer notamment avec une version artificielle pour stopper Superman. Ensuite on a la kryptonite dorée qui elle est extrêmement dangereuse puisqu'elle a pour effet d'annuler la capacité des kryptoniens à traiter la lumière du soleil jaune, et vous le savez c'est le soleil jaune qui leur donne leur pouvoir, ce qui fait que ça supprime littéralement les pouvoirs des kryptoniens, c'est extrêmement puissant et c'est notamment Superboy qui en fera les frais. Après on a la kryptonite bleue qui elle a le même effet que la kryptonite verte mais sur les Bizarros, c'est du coup la faiblesse des Bizarros qui sont les versions modifiées de Superman en général créées par Lex Luthor notamment, et c'est aussi d'ailleurs l'antidote à la kryptonite rouge, voilà, donc faut suivre un petit peu, hein, écoutez. Vous avez aussi la kryptonite blanche qui elle est extrêmement dangereuse car même si elle n'a pas été utilisée depuis très longtemps dans les comics, elle peut tuer les plantes, les bactéries et les virus quelle que soit la planète d'origine, donc pas forcément les kryptoniens, vraiment elle s'étend à tous les êtres vivants et c'est donc assez dangereux. Dans le même délire vous avez aussi la kryptonite de platine qui elle est extrêmement stylée parce qu'elle va donner des pouvoirs de kryptoniens aux humains de manière permanente, voilà, donc un humain exposé à ce genre de kryptonite va acquérir la force et les pouvoirs de Superman de manière permanente, c'est extrêmement dangereux et donc c'est extrêmement convoité. Et d'ailleurs on verra dans le Batman Secret Fight numéro 1 de 2018 écrit par Tom King que Batman possède ce type de kryptonite, il en possède un tout petit peu mais il en a quand même, donc voilà, potentiellement il peut être aussi puissant que Superman et c'est un peu son arme secrète, il n'y a que lui qui le sait. Vous avez aussi la kryptonite jaune, donc il y a deux versions différentes, une développée par Lex Luthor qui est en fait une fausse kryptonite qui servait à piéger Superman en lui faisant croire qu'il possédait donc de la kryptonite qui pourrait le tuer alors que pas du tout, et vous avez une deuxième version qui elle du coup a des vrais pouvoirs même si on ne les connaît pas encore. Pour le moment ça semble simplement être une kryptonite verte mais de synthèse, voilà, qui aurait à peu près les mêmes effets en version un petit peu moins puissant et surtout qui pourrait être créée par l'homme. Ensuite vous avez la plus terrible de tous, la kryptonite noire qui a pour effet de rendre complètement fou Superman, ça le rend extrêmement violent et dangereux et c'est notamment cette kryptonite qui sera utilisée par le Batman qui rit pour tuer Superman, ça va le pousser à se tuer lui-même et à massacrer sa propre famille, donc vraiment ça le rend complètement instable et extrêmement dangereux, c'est un des objets les plus puissants de l'univers DC Comics parce qu'effectivement avoir un Superman complètement fou, bah c'est vite la galère. Bon après il y en a qui sont un peu plus light, hein. Vous avez en effet ma préférée, la kryptonite d'argent qui est absolument excellente puisque c'est l'équivalent de la drogue pour les kryptoniens. En effet elle a des effets hallucinogènes, des effets de relaxation intense, vraiment c'est littéralement comme du shit, donc c'est vraiment parfait. Voilà, donc si Superman il veut se mettre mal, Supergirl aussi, ils sont invités évidemment au bar de l'Oblivion qui ont un peu de kryptonite d'argent et ils en sniffent un petit peu et ils sont complètement rabat, c'est vraiment excellent, j'adore le concept. Bon alors ensuite, comment dire, voilà, Supergirl volume 4 numéro 79, je vous donne directement la référence parce que vous allez dire que je mens alors que pas du tout, parce que en effet la suivante c'est la kryptonite rose qui a pour effet de rendre Superman homosexuel. Voilà, écoutez, c'est pas moi qui invente les règles. Non mais je suis très premier degré, c'est voilà, c'est marqué dans le comics, écoutez, ça rend Superman un petit peu gay, voilà, bah écoutez, c'est pas, voilà, c'est pas... On enchaîne? Allez, on enchaîne. Et la dernière couleur, c'est donc le violet qu'on a vu qu'une seule fois dans l'univers principal en 1951 dans le Adventure Comics 171 et qui est en fait sûrement une erreur de coloration. Voilà, donc c'est littéralement de la kryptonite normale. Il voulait faire du vert, c'est sorti violet. Écoutez, ça arrive. Non, voilà, plus sérieusement, il n'y a aucune explication. Elle a les mêmes propriétés que la kryptonite verte. Il n'y a aucune différence, c'est juste la couleur qui change. Donc écoutez, après à l'époque, évidemment, on est en 51, tout n'est pas aussi carré qu'aujourd'hui. C'est très probablement une erreur de coloration, mais si c'en est pas une, et ben écoutez, c'est sûrement une volonté un petit peu rigolote de l'auteur. Mais voilà, il n'y a pas spécialement de truc derrière. On la voit aussi d'ailleurs dans DC Super Hero Girls, qui est pas du coup dans la continuité principale, où elle a des effets finalement un petit peu hypnotiques, mais à part ça, sinon on la reverra plus jamais.
Et je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'après c'est vraiment ça part en couille, il y a vraiment, vous avez l'anti-kryptonite, la kryptonite bijou, vous avez la slow kryptonite, la fake, la rouge et verte mélangée, vous avez l'acier, vous avez l'opale, le crimson, l'orange, l'ambre, enfin vraiment il y en a 40 000 différentes, ça n'a aucun putain de sens, donc si jamais ça vous intéresse vraiment, j'en ferai une vidéo à part. Vous le savez, mais Superman, c'est le symbole de l'héroïsme, c'est le symbole de l'idéal finalement de la gentillesse, de la bienveillance et de la dévotion à autrui. Superman, c'est la plus pure des gentillesses, sauf que pas du tout, vraiment, je sais pas pourquoi vous pensez ça, vraiment pas du tout. Dans les comics, Superman, c'est un énorme enculé, voilà, je suis en train de détruire le mythe. Vraiment, Superman, c'est un putain de psychopathe et je vais vous le prouver. Bon, déjà, la première chose, c'est que Superman, c'est un énorme misogyne, voilà, quand Supergirl va arriver dans les premiers comics de Superman, il va la traiter comme de la merde, vraiment, il va la mettre en orphelinat et il va pas du tout la respecter, vraiment c'est terrible. Après bon évidemment je rigole, hein, c'est l'époque etc, mais vous allez voir que quand même Superman il fait des trucs un peu bizarres, notamment la fois où il a fait du chantage affectif à Lois Lane, parce que oui dans le Lois Lane numéro 1, Superman va pas trop apprécier comment s'est comporté Lois Lane avec lui, et du coup pour se venger, voilà comme un gamin, il va lui faire croire qu'il s'est suicidé, vraiment c'est quoi ce psychopathe, putain le mec c'est Danny Caligula, ça n'a aucun putain de sens. Enfin vraiment le fake suicide c'est vraiment assez terrible, donc écoutez, Superman vraiment des fois il fait des trucs un peu limites, il y a aussi une fois il a lancé un bébé dans l'espace, bon écoutez pourquoi pas aussi. Ah mais vraiment Superman, si vous pensez que c'est un héros, vraiment vous êtes loin du compte. Déjà il a déjà tué plusieurs personnes, notamment une fois où il est retourné dans le passé, il a été obligé de tuer quelqu'un pour que la timeline n'ait aucun problème. Bon ok on peut comprendre mais déjà c'est un peu limite. Il a aussi tué la femme de Lex Luthor, voilà, bon qui était un clone mais il a quand même tué, c'est quand même pas très sympa. Et surtout il faut voir comment il traite ses ennemis. Regardez par exemple là avec Manchester Black qui est un méchant mais qui est pas non plus hyper méchant, il fait ça pour la bonne cause entre guillemets, il va littéralement lui faire une lobotomie en utilisant sa vision thermique directement dans le cerveau de son adversaire pour lui faire fondre une autre partie de son cerveau afin qu'il puisse plus utiliser ses pouvoirs. Mais c'est quel genre de psychopathe qui fait ça? Non, je suis désolé Superman, on ne lobotomise pas les gens, c'est pas bien. C'est vraiment c'est le même délire que Batman qui dit qu'il tue pas mais il fracasse des colonnes vertébrales. Voilà, on est sur le même délire, faut arrêter tout de suite hein. Ah oui, et aussi pour finir, il a littéralement abandonné son fils, voilà, donc en fait il y a son grand-père qui est venu le chercher, qui était complètement fou à ce moment-là, c'était devenu un super vilain après que le Docteur Manhattan l'ait rendu complètement fou, et Superman va dire ok vas-y pars avec mon fils, et du coup il va se faire torturer pendant 5 ans sur une planète alternative, vraiment mais il est fou en fait, il est fou allié. Et là vous pensez sûrement qu'on a vu le pire, mais pas du tout, attendez un peu la prochaine anecdote. Bon, évidemment, il faut qu'on parle du Action Comics 593, c'est voilà, c'est un incontournable quand on connaît un peu Superman, c'est un grand classique, c'est évidemment la sextape de Superman, parce que oui, Superman a fait une sextape, voilà, c'est dans l'univers principal, c'était canon à l'époque, vraiment c'est excellent, j'adore. Et donc tout va commencer avec Scott Free, Mister Miracle, qui va rentrer chez lui et qui va découvrir que Darkseid est dans son salon, ce qui est évidemment un petit peu chiant, surtout que Darkseid, pour lui faire du mal, va lui tendre une cassette qui contient un film pour adultes avec sa propre femme, voilà, donc sa femme qui danse dénudée apparemment, évidemment c'est pas montré dans le comics, mais vu la réaction de Scott Free, et bah ça a l'air d'être très rigolo. Sauf que là, attention, plot twist, c'est pas Darkseid qui est à l'origine de tout ça, mais bien Sleaze, un de ses anciens fidèles qui veut se venger de Darkseid et du coup de sa famille, et qui a donc sous contrôle mental obligé Big Barda à tourner des scènes pour adultes. Et la prochaine victime de Sleaze, c'est donc Superman qui met aussi sous contrôle mental, et du coup il va voir un réalisateur de films porno pour évidemment réaliser un film avec et Superman et Big Barda dans le but de réunir assez d'argent pour lever une armée afin de se battre contre Darkseid. C'est le pire plan que j'ai jamais entendu, tout comics confondu, c'est terrible. Sauf que même si apparemment c'est le pire plan de l'humanité, eh bien ça va fonctionner parce qu'il a aucun mal à contrôler et Superman et Big Barda, donc le film va pouvoir commencer et Mister Miracle va assister à ça du coup du haut de sa fenêtre, vraiment c'est... Mais quel comics de fou furieux quand même. Mister Miracle évidemment, assistant impuissant à la scène, va décider d'intervenir, bah ouais il serait temps quand même, non? Je sais pas qu'est-ce que tu fais à regarder là, c'est bizarre en fait. Et une fois qu'il va intervenir, ça va donc libérer Big Barda et Superman de leur contrôle mental, et à eux trois ils vont littéralement exploser Sleaze, c'est pas une blague, ils vont le faire exploser, enfin il va se faire exploser tout seul, mais bon, il est quand même mort donc ça compte. Et après du coup il y a un petit moment un petit peu gênant, voilà, un petit moment de gêne entre les trois, et donc ils décident de partir sans plus jamais en parler, voilà, très bonne décision. Faut toujours mettre les problèmes sous le tapis et pas les régler, ça c'est une très bonne, un très bon message finalement pour la jeunesse. Et pour ceux qui sont curieux, c'est John Byrne qui a écrit ça, enfin écrit et dessiné, parce que John Byrne c'est un scénariste et dessinateur vraiment de légende, mais quand je dis de légende c'est vraiment une légende des comics. Bah là il a, je sais pas, il a craqué, vraiment c'était son jour off, il a pété un câble et écoutez, après c'est marrant, honnêtement c'est marrant.
Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire parce qu'évidemment, bon, moi je trouve ça marrant, mais c'est vrai que pour des enfants, c'est pas adapté du tout. Et d'ailleurs, ça fera un énorme scandale quand ça va sortir, hein. Ce sera extrêmement mal reçu et on comprend tout à fait pourquoi. Mais au moins maintenant, vous avez cette anecdote absolument incroyable. Et commençons cette dernière strate de l'iceberg avec un sujet que personnellement j'adore, les Lost Media. Les Lost Media, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des médias, que ça peut être des films, des séries, des comics, des émissions de télé qui sont perdus. On n'a plus aucune trace, on sait qu'elles ont existé, mais personne n'est capable de les retrouver. Et avec presque 100 ans d'histoire, Superman a forcément ses Lost Media. Certains comics, certaines versions de comics en tout cas, sont perdus à jamais. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les épisodes de la série radio. Car en effet, de 1940 à 1951, The Adventures of Superman inonda les ondes américaines avec plus de 2000 épisodes diffusés à la radio américaine. Mais pourtant aujourd'hui, malgré les plus de 2000 épisodes produits, seulement moins de 400 ont survécu. Le reste a totalement disparu, dissous sur les bandes et les ondes radio d'antan. Le reste a totalement disparu, effacé par le temps, la négligence ou peut-être même par la peur de ce qu'il racontait, car ces récits radiophoniques n'étaient pas tous des combats de super-héros conventionnels. Certains dénonçaient l'infiltration d'espions, les violences raciales ou encore les dérives politiques, au moment même où l'Amérique oscillait entre la guerre et la paranoïa. Et pour preuve, le plus célèbre de ces épisodes était nommé Clan of the Fairy Crows et fut diffusé en 1946. On y entendait alors Superman affronter une version fictionnelle du Ku Klux Klan, la secte extrêmement raciste qui a sévi au milieu des années 60. Et cet épisode justement était basé sur des informations réelles, transmises par l'activiste Stetson Kennedy. Ce récit, miraculeusement conservé, brisa alors l'aura du clan en révélant leur rituel grotesque et malsain aux oreilles du grand public. Mais au-delà des quelques épisodes sauvés, le reste a complètement disparu. Des arcs narratifs entiers ont disparu, des aventures entre Superman et Batman se sont évaporées, des scripts comme Superman and the Secret Planet n'ont jamais été retrouvés et des épisodes pilotes des années 50 sont perdus à jamais. Et en matière de Lost Media sur Superman, il n'y a pas que les épisodes radio qui manquent à l'appel. En effet, certains dessins animés du studio Fletcher sont aussi disparus, perdus ou effacés dans le tumulte de la guerre ou des rachats de studios. Et aujourd'hui encore, quelques passionnés traquent ces fragments du passé dans les recoins les plus sombres d'internet, les brocantes poussiéreuses ou les archives universitaires, espérant peut-être, dans le souffle d'une vieille bande magnétique, réentendre la voix ou apercevoir la cape céleste de l'homme d'acier. Mais dans l'univers sombre des Lost Media de Superman, il y en a un que même les plus aventureux ne veulent pas retrouver. Ok, donc pour cette entrée, on va continuer de parler de Lost Media, mais pour le coup, on va vraiment parler d'un sujet assez sensible, très sensible même. Donc si vous êtes facilement mis mal à l'aise devant du contenu un peu dur, évoquant la mort ou le suicide, je vous invite vraiment à passer cette partie pour directement continuer après. Et pour ceux qui restent, laissez-moi alors vous parler du plus terrible des Lost Media, celui que même les plus gros détraqués de 4chan hésitent à chercher, la vidéo que l'on appelle LOL Superman. Le septembre 2001, l'organisation islamiste va détourner 4 avions de ligne. 2 de ces appareils vont s'écraser respectivement sur les tours nord et sud du World Trade Center à New York, un autre sur le Pentagone et un 4e dans un champ en Pennsylvanie. Au total, c'est 2977 personnes qui seront tuées dans ces terribles. Et à la suite de l'attaque sur New York contre le World Trade Center, un seul escalier restera praticable au-delà du 78e étage de la tour sud et aucun escalier au-delà du 91e étage de la tour nord. Les gens, qui étaient alors en train de travailler dans le World Trade Center, se retrouvèrent donc pris au piège dans une tour en feu qui menaçait alors de s'effondrer complètement. Et certains de ces malheureux, alors bloqués dans un piège mortel, n'eurent pas d'autre choix que de sauter. Au total,
On estime que c'est près de 200 personnes qui sont tombées du World Trade Center lors de l'attentat du... Face à l'ampleur de la catastrophe, de nombreux individus ont pu filmer en direct ces terribles scènes. Et nombre d'entre eux ont ainsi pu capturer des images et des vidéos de ces fameuses personnes en train de chuter des tours. La grande majorité de ces vidéos ne montrent pas les gens percutant le sol, rendant ainsi extrêmement rare, voire impossible à trouver, les images capturant des impacts. Mais c'est alors en 2006 qu'une terrible vidéo aurait commencé à apparaître sur internet. Une vidéo montrant quelqu'un justement tombé du World Trade Center jusqu'à filmer son terrible impact au sol. Et cette vidéo, qui avait justement pour but de choquer et de perturber quiconque la croisait, aurait été très rapidement rayée d'internet lui-même. Et depuis, probablement en raison de ses retraits extrêmement rapides, elle a échappé à tous ceux qui ont tenté de la retrouver. Aujourd'hui, il n'existe quasiment plus aucune trace de cette vidéo intitulée LOL Superman. Mais cette terrible vidéo va de nouveau faire parler d'elle en 2015, car un utilisateur anonyme racontera son expérience avec cette vidéo sur le board X, donc le board paranormal de 4chan. Et cet utilisateur de 4chan va donc raconter son expérience et ses souvenirs et va affirmer que cette vidéo a été hébergée par YouTube à ses débuts et qu'elle comportait des images explicites des gens tombant des tours du World Trade Center. Il raconte ensuite que la chaîne YouTube qui avait publié cette vidéo LOL Superman aurait été désactivée très peu de temps après la publication de la vidéo. Mais malheureusement, malgré des recherches approfondies, cet utilisateur n'arrive pas à retrouver cette fameuse vidéo. Il sait qu'elle existe, mais il n'arrive pas à la retrouver, d'où le post sur 4chan afin de demander de l'aide à la communauté pour retrouver ce terrible Lost Media. Et en réaction à ce post, certaines personnes diront qu'elles se souviennent elles aussi de cette vidéo car elles en ont été traumatisées. Mais malheureusement, pendant plusieurs années, personne n'arrivera à trouver cette vidéo. Ainsi, les recherches de la communauté finiront par stagner rapidement et s'arrêter seulement quelques années après. Mais en 2022, un utilisateur de Reddit nommé The Sketchy Dude publiera sur le R Lost Media une nouvelle vidéo afin de demander plus d'informations à la communauté pour enfin trouver ce terrible Lost Media. D'autant que The Sketchy Dude n'est pas arrivé les mains vides, car en effet il avait déjà commencé à chercher de son côté et avait trouvé une capture d'écran qu'il publiera alors sur son post Reddit. Et sur cette capture d'écran, on peut y voir un homme debout dans une résolution plus que passable devant le World Trade Center. Et la source de cette capture d'écran sera rapidement identifiée. Elle vient en réalité de Pinterest, a été publiée par Kev, un passionné des événements du World Trade Center qui avait partagé sur sa page cette capture d'écran sans savoir d'où elle venait à l'origine. Et alors, malgré le fait qu'il n'y ait aucune preuve qui lie la vidéo et la capture d'écran, la capture deviendra une pièce centrale dans cette enquête, les gens pensant retrouver la vidéo grâce à la capture d'écran. Et c'était terrible, parce que pendant ces recherches, on y croyait. Les gens étaient absolument convaincus de ça, que si on retrouvait l'origine de la capture d'écran, on retrouverait la vidéo originale. Sauf que ce rêve prendra fin le 24 janvier 2023, lorsque l'utilisateur de Reddit Jtoons Animation déterrera la vidéo d'origine. Sauf que cette vidéo montrera simplement deux touristes chinois profiter d'un moment en famille au pied du World Trade Center le 10 juin 2001. Cette vidéo n'était donc pas la bonne, puisqu'elle était antérieure aux attentats du 11 septembre. Voilà comment pendant 1 an et demi, les gens ont cherché quelque chose qui était une fausse piste. C'était tout simplement un faux départ qui venait de coûter 1 an et demi à la recherche de ce terrible Lost Media. Mais malgré cette défaite cuisante, ça n'arrêtera pas la communauté Reddit, car vous connaissez Internet, quand ils ont une idée en tête, personne ne peut les arrêter. Et ainsi, le 13 décembre 2023, un nouvel utilisateur relancera la machine. Il partagera un lien vers un vieux site qui aujourd'hui n'existe plus, tenu par Scott Bingham, un site qui regroupait des vidéos obtenues via des demandes FOIA liées à des enquêtes du FBI sur le Pentagone et les Twin Towers. Alors là, je m'arrête 5 secondes. Qu'est-ce qu'une demande FOIA? C'est une demande qui est permise grâce à une loi des États-Unis qui s'appelle la Freedom of Information Act, qui est une loi qui dit qu'en fait on a le droit de demander des informations au gouvernement des États-Unis sur des enquêtes publiques, ce qui permet donc à des utilisateurs de demander directement au FBI de vérifier s'ils ont certaines vidéos ou s'ils les ont pas, pour potentiellement savoir s'ils possèdent du coup dans leur dossier secret les vidéos qui sont donc nommées LOL Superman. Et l'utilisateur de Reddit
trouvera alors sur le site qui regroupait donc plein de vidéos issues des FOIA, donc des vidéos qui appartenaient à l'époque au FBI, une vidéo extrêmement intéressante. Enfin une vidéo, il trouvera le fichier qui était associé à cette ancienne vidéo, puisque le site étant maintenant fermé, toutes les vidéos avaient été supprimées. Mais dans ce fichier, nommé NE521, il trouvera des informations extrêmement intéressantes, car en effet, dans les métadonnées du fichier, il trouvera une résolution d'image similaire aux vidéos de l'époque, il trouvera que la date correspond aux événements du World Trade Center, et surtout, il trouvera une description de la vidéo qui mentionnait le fait que la vidéo représentait un gros plan sur une personne tombant du World Trade Center et surtout qu'elle contenait des scènes explicites. C'était donc bien une vidéo de l'impact de quelqu'un en train de tomber des tours du World Trade Center. NE521 et donc potentiellement la vidéo LOL Superman. Ça y est, c'était bon, les utilisateurs de Reddit avaient gagné, ils avaient enfin retrouvé la vidéo qui les avait traumatisés enfants, la vidéo LOL Superman. Cependant, lorsque l'utilisateur qui reçut la vidéo en premier cliqua sur le bouton de lecture, il se rendit compte qu'ils avaient perdu, car en effet, ce n'était pas du tout la bonne vidéo, mais simplement une vidéo qui montrait le second avion en train de percuter la deuxième tour du World Trade Center. Et là, pour la communauté, c'était assez terrible. On était sûr d'avoir la bonne vidéo, mais en fait, c'était un retour à la case départ. On n'était toujours pas plus avancé. La vidéo LOL Superman était toujours en 2025 absolument introuvable. Et pourtant, cette vidéo n'est pas un mythe, on est sûr qu'elle existe. Plusieurs dizaines de personnes, voire plusieurs centaines de personnes ont confirmé son existence. Des personnes qui ont été traumatisées plus jeunes par cette vidéo absolument infâme. On est donc sûr qu'elle existe, mais la question, c'est de savoir où elle se trouve. Alors, est-ce que la terrible vidéo LOL Superman a été emportée par les débuts d'Internet et l'absence de personnes pour la sauvegarder, ou a-t-elle au contraire été sauvegardée en cachette dans les recoins les plus sombres d'Internet pour la cacher du grand public? Et bien sûr, si un jour on retrouve cette terrible vidéo LOL Superman, et bien sûr que je vous en ferai une vidéo à part entière. Bon, je sens que j'ai un peu cassé l'ambiance avec mes histoires de gens qui se suicident et de vidéos introuvables, donc pour me faire pardonner, je vais vous parler d'un des plus grands mystères sur Superman, à savoir évidemment le mystère de la cuillère à thé géante de Superman. Ouais, on est un peu redescendu d'un cran au niveau intensité. Parce que effectivement dans le Super Dictionary, qui est en fait un dictionnaire publié par DC Comics pour éduquer les jeunes enfants, et bien à la lettre T on a le mot teaspoon qui veut dire cuillère à thé, et on a donc une case exclusive avec une case qui semble montrer Superman en train de voler une cuillère à thé géante avec deux policiers qui lui demandent pourquoi est-ce qu'il vole cette cuillère à thé géante. Ce qui, si vous voulez mon avis, est une question tout à fait légitime de se demander pourquoi est-ce que Superman vole une cuillère à thé géante, mais en tout cas il va répondre aux policiers qu'il la vole parce qu'un géant n'a pas de cuillère à thé géante. Du coup voilà, ça laisse un mystère évidemment extrêmement dense, extrêmement complexe, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon évidemment si vous voulez des explications, bah vraiment il y en a pas en fait, il y en a juste pas. Le mec qui a dessiné ça était complètement fou, je suppose, c'est l'explication la plus probable. Le pire c'est que c'est pas le seul truc what the fuck du Super Dictionary, vous avez aussi le nombre 40 du coup 40 pour la lettre F avec Lex Luthor qui vole 40 gâteaux et c'est terrible, c'est marqué dans le dictionnaire, c'est terrible vraiment, genre mais putain mais ils ont complètement craqué, je trouve ça extrêmement drôle. Ah mais je vous ai dit, niveau intensité dans les anecdotes, on est redescendu d'un petit cran quand même, parce qu'effectivement, ça a pas grand intérêt évidemment, sauf peut-être pour le mec sur Reddit qui a 14 ans a calculé finalement la taille du géant en fonction de la taille de la cuillère. Bon écoutez, chacun ses passions dans la vie, finalement on ne juge pas. Voilà, donc normalement maintenant vous êtes un petit peu plus détendu et on peut donc continuer avec des anecdotes évidemment un peu plus obscures. Avant de parler de la Superman théorie, il faut d'abord comprendre ce qu'est Doomsday Clock, la suite directe du mythique Watchmen. Cette série, signée par Jeff Jones et Gary Frank, projette les personnages de l'univers d'Alan Moore directement dans l'univers principal de DC Comics. Rorschach, Ozymandias et même le docteur Manhattan se retrouvent à rentrer en collision avec Batman, Superman et les autres membres de la Justice League. Et cette histoire se déroule un an dans le futur de l'univers DC, dans une Amérique tendue, méfiante et au bord de l'implosion. Et dans cette atmosphère déjà compliquée, rongée par le conflit entre les États-Unis et la Russie, une rumeur va commencer à se répandre, un poison rampant, une vérité que beaucoup refusent de regarder en face. C'est ce qu'on appelle la Superman théorie.
et c'est plus qu'une rumeur, c'est un doute qui commence à gangréner la société, une bombe politique. Selon cette théorie, 97% des méta-humains seraient américains. Et cela n'est certainement pas une coïncidence. Non, selon certains scientifiques et journalistes, c'est un plan, une manipulation de l'État américain. Le gouvernement américain créerait en secret les super-héros, mais aussi les super-vilains. Et pourquoi ? Pour justifier la fabrication de super-soldats, pour militariser l'espoir, pour contrôler l'opinion publique. Et les exemples, eux, pleuvent par centaines. Rex Mason, alias Métamorpho, ne serait pas un accident scientifique, il aurait été conçu par le gouvernement américain. Pareil pour Man-Bat, le scientifique fou s'étant transformé en homme chauve-souris, ses recherches auraient été financées par le gouvernement. Firestorm aussi, il ne serait qu'un vulgaire cobaye du gouvernement américain. Et derrière cette théorie, un homme tire les ficelles du destin, le docteur Manhattan. Sombre, froid, indifférent, il manipule la réalité, pousse les pièces sur l'échiquier, politise l'univers lui-même. Il ne le détruit pas avec violence, mais avec des idées. Il déforme l'équilibre, il tord la notion même de libre arbitre, jusqu'à ce que tout le monde doute, tout le monde s'accuse, et le monde, alors lentement, s'effondre peu à peu. Mais au cœur du chaos, il reste une constante, un homme en bleu, une cape rouge, un S sur la poitrine. Superman, l'incorruptible, l'ultime rempart de l'univers. Et c'est lui qui fera vaciller Manhattan, non pas avec ses poings, mais avec son humanité, avec sa foi. Doomsday Clock devient alors plus qu'un récit de super-héros, c'est une méditation sur le pouvoir, la peur, la vérité et l'espoir. Manhattan réalisera alors, une fois de plus, ce qu'il avait oublié. Ce ne sont pas les dieux qui façonnent les hommes, ce sont les hommes, avec leurs failles et leur courage, qui donnent un sens aux dieux. Mais d'un simple élément de scénario, la Superman Theory prendra grâce à la communauté DC Comics une toute autre dimension. Et puisque Doomsday Clock est canon, alors la Superman Theory est toujours vraie, toujours tapie dans l'ombre de l'univers DC Comics, toujours active et donc toujours terrifiante. Ce n'est pas un délire passager, pas une simple paranoïa de l'époque, non, c'est une réalité officielle, gravée dans la continuité elle-même, ce qui signifie une chose folle, à l'heure actuelle, dans les comics DC, le gouvernement américain fabrique encore les super-héros, et peut-être même les super-vilains. Le contrôle, la manipulation, l'illusion de l'héroïsme, tout cela n'est pas derrière nous, c'est maintenant, c'est là, sous nos yeux. Et si on gratte un peu plus loin, une question dérangeante surgit. Et si la Superman Theory n'était pas récente? Et si elle était vraie depuis le tout début, depuis l'âge d'or des super-héros? Et ce qui est vraiment frappant, c'est que des années 40 jusqu'aux années 70, tous les héros de chez DC Comics étaient américains, ce qui viendrait alors confirmer cette théorie même dans les continuités qui pourtant ont été effacées par le Flashpoint. Mais là où cette théorie est vraiment intéressante, c'est que ce n'est bien sûr pas une simple intrigue de comics, ce serait une critique méta de l'industrie des comics tout entière, une bombe cachée au sein même de la fiction. Doomsday Clock ne parlerait pas de super-héros, mais de l'Amérique elle-même, de son besoin de contrôle, de sa capacité à façonner des icônes à son image. L'Amérique, via les super-héros, a cherché à créer des êtres surpuissants, les ériger en symboles de la culture, puis les utiliser comme des outils. Car dans le monde réel, les super-héros ne sauvent pas des vies, mais ils façonnent les imaginaires, ils définissent les valeurs, ils vendent un rêve, ils vendent un drapeau. Et ce rêve, c'est le soft power américain. Des millions de lecteurs, de spectateurs, d'enfants et de peuples entiers, tous exposés à une seule vision de l'héroïsme, celle qui vient des États-Unis. Superman, Batman et Wonder Woman. Ce ne sont pas juste des personnages, ce sont des armes culturelles, des ambassadeurs, des mythes modernes construits pour rayonner dans le monde entier. Et si la Superman Theory est peut-être vraie dans l'univers DC Comics, chez nous, dans la réalité, elle l'est tout autant, dans nos pages, dans nos écrans et surtout dans nos esprits.
Et d'ailleurs, quand on sait que c'est le gouvernement américain lui-même qui a sauvé Marvel de la faillite, cela en dit long sur l'importance stratégique de ce genre d'entreprise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'impact social, politique et culturel des super-héros n'est absolument plus à prouver. Ce sont des vecteurs extrêmement puissants de soft power, et d'ailleurs c'est un sujet extrêmement intéressant qui mériterait une vidéo entière, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. On a parlé de terrorisme, on a parlé de politique et de culture, mais on n'a pas encore parlé dans cet iceberg de psychologie, donc je me permets d'introduire un sujet un petit peu différent, le complexe de Superman. Vous connaissez ce qu'est un complexe en psychologie, le complexe de Dieu, le syndrome du héros ou encore le complexe du Messie. La psychologie donne des noms à toutes ces dérives mentales où l'individu se voit comme l'unique sauveur de ses concitoyens. Et justement, parmi tous ces complexes, il en existe un que l'on nomme le complexe de Superman. Et en psychologie, ce complexe se traduit par un sentiment malsain de responsabilité, où la croyance de l'individu est que les autres sont incapables d'accomplir une ou plusieurs tâches avec succès, et une telle personne peut alors ressentir un besoin constant de sauver les autres, et ce faisant en assumant davantage de travail de son côté. Mais bien sûr, ce complexe n'est pas dénué de conséquences, puisqu'à tout vouloir prendre en charge, les gens atteints du complexe de Superman sont très rapidement atteints de symptômes assez compliqués, comme le stress, le surmenage, l'anxiété et surtout la perte totale de confiance envers autrui. Les gens atteints du complexe de Superman ont en effet de très graves troubles de sociabilité. Et ce qui est vraiment compliqué, c'est que lorsqu'une personne atteinte de ce complexe sauve quelqu'un entre guillemets, ce n'est absolument pas pour l'aider, c'est surtout pour justifier sa propre existence. Et d'ailleurs, l'origine de cette notion psychologique de complexe de Superman est extrêmement intéressant, puisqu'on doit ce terme à Frédéric Wertham, un psychiatre germano-américain qui dans son livre La séduction de l'innocent, publié en 1954, s'attaque frontalement aux comics de Superman, car en effet pour lui, ces récits offrent aux enfants des fantasmes dangereux, celui de voir des personnages punir les autres encore et encore, sans jamais se salir les mains, sans jamais être blessés, et surtout sans jamais en subir les conséquences. Et selon lui, cela s'apparente à une sorte de jouissance sadique. Le héros frappe, juge, condamne et il a toujours raison. C'est cette vision, cette mécanique que Wertham identifie comme toxique. Selon lui, les comics ne sont pas une échappatoire, ce sont des armes culturelles, des générateurs de violence et de perversion, voire même de déviance comme l'homosexualité ou le communisme. Et oui, rappelez-vous, on est en 1954 et évidemment les problèmes les plus urgents c'est le communisme et l'homosexualité évidemment. Et justement, Wertham voit dans les comics de Superman l'ombre d'un fascisme doux. Il reproche aux comics d'être un vecteur de décadence. C'est assez marrant de constater qu'il reproche aux comics ce qu'on va reprocher au manga dans les années 2000. Bon, évidemment, les boomers sont toujours opposés aux nouveautés, mais ça n'a pas changé, je pense que c'est comme ça depuis le début de l'humanité. Même si après, bien sûr, il reste intéressant de se poser la question justement de cette figure du héros au-dessus des lois, au-dessus du peuple, qui décide seul du bien et du mal. Puisque évidemment, à l'époque, les comics ne sont pas aussi bien écrits et aussi développés qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, justement, cette thématique, notamment dans Daredevil et dans Batman, est assez récurrente. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout le cas dans les années 50. On est sur des comics bien plus simplistes. Vous avez le super-héros qui arrive, qui tabasse des gens et qui s'en va sans aucune forme d'impunité, et forcément ça peut quand même se faire se poser des questions. Et dans une Amérique qui est traumatisée par l'après-guerre, ce discours va vraiment faire du bruit, car au même moment, un climat de peur va s'installer dans le pays. L'Amérique, à ce moment-là, va alors chercher à traquer et à éradiquer tout ce qui peut pervertir la jeunesse, que ce soit le communisme ou bien sûr les comics qui promeuvent une violence démesurée. Et en 1953, c'est le Sénat américain lui-même qui va créer une sous-commission pour la délinquance juvénile. Et le but sera clair, trouver les racines de la violence chez les jeunes. Et très vite, les comics vont devenir le bouc émissaire. Derrière cette croisade, le sénateur Robert Hendrickson. Et derrière cette croisade se cache le sénateur Robert Erickson, qui va ériger les comics comme le principal facteur de la délinquance juvénile chez les jeunes. Et évidemment, on est aux États-Unis, donc tout est absolument démesuré, à l'image bien sûr du budget mis pour cette commission d'enquête qui était de 44 000 $. Des dollars évidemment de l'époque, aujourd'hui ça ferait beaucoup plus. Et cette commission d'enquête va rapidement se transformer en véritable procès médiatique à l'encontre des comics. Et au centre de cette tempête va se trouver un seul homme, William Gaines, qui vraiment va prendre pour tout le monde et qui à l'époque était un éditeur chez EC Comics, un petit éditeur qui publie
publier des comics d'horreur. Et évidemment, devant la commission d'enquête, il se défendra en disant que c'est de la fiction, c'est du divertissement, mais face au sénateur, sa défense va rapidement s'effondrer, puisqu'un sénateur va montrer devant toute l'assemblée la couverture du Suspense Stories numéro 22, une couverture sur laquelle on voit un homme tenant la tête coupée d'une femme. Alors, le sénateur demandera à Gaines « Est-ce que vous trouvez que cela est de bon goût ?» Et Gaines, qui dans sa tête est un peu le main caractère, vraiment va dire « Oui, c'est de bon goût », voilà, devant tous les sénateurs, ce qui évidemment va leur faire péter un câble. Ça va tellement les faire câbler que le lendemain, ce sera la une du New York Times. Vraiment, c'est allé un peu trop loin cette histoire. Et à cause de cette commission d'enquête et le procès qui sera fait aux comics, toute l'opinion publique va désormais associer comics et décadence morale, n'ayant en tête que cette cover horrible de Suspense Stories numéro 22, éclipsant bien sûr tous les autres comics et tous les comics de super-héros qui en plus eux n'avaient absolument rien demandé. Et ainsi, face à la pression, l'industrie du comics n'aura pas le choix. Pour éviter une censure légale émanant directement du gouvernement, les éditeurs mettent en place un organe d'autorégulation, le Comics Code Authority. Et à cause de cette nouvelle institution, l'année 1954 sera une véritable purge dans le monde des comics. Le Comics Code Authority va alors imposer des règles extrêmement strictes, interdiction du sang, de la violence et des critiques contre l'autorité. Les monstres disparaissent, les crimes sont aseptisés, les super-héros, eux, sont profondément transformés. Fini les zones grises, fini les dilemmes, ils deviennent des modèles parfaits, sans faille. Superman, lui, est au cœur de ce virage, il devient l'icône de l'Amérique bien pensante. Car bien sûr, il ne pouvait pas supprimer Superman. L'homme d'acier est trop grand pour tomber, trop lié à l'image des États-Unis pour être effacé. Alors on le garde, mais on l'enchaîne. Il devient l'exemple, l'homme que les enfants doivent admirer, le super-héros qui ne ment jamais, qui ne doute jamais, qui protège sans jamais remettre en cause le système. Et c'est ce paradoxe qui va sauver l'industrie. Superman devient à la fois le problème et la solution. Car bien sûr, au fil des années, les lecteurs vont complètement se lasser de ce modèle trop parfait. Mais grâce à lui, les comics ne vont pas disparaître, ils vont se transformer, ils entrent dans une ère de contrôle, de censure douce, d'une fiction édulcorée. Voilà comment Superman, quasiment à lui tout seul, a créé une panique morale aux États-Unis et a failli faire disparaître l'industrie du comics tout entière. Tout ça à cause d'un Allemand anxieux qui a inventé un complexe sur Superman. Voilà, moi je trouve que l'histoire est absolument incroyable, vraiment c'est l'effet papillon qui est parti totalement en couille. Donc voilà, si jamais en plus les histoires comme ça un peu liées à Superman mais plutôt dans la réalité vous intéressent, je pourrais en faire d'autres vidéos car évidemment il y a énormément d'autres anecdotes sur ce personnage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder la description, vous avez plusieurs liens utiles, comme le lien vers Eurocomicsgrade, la première entreprise française de création de comics. Les grades sont à 35 €, donc évidemment, n'hésitez pas. Vous avez aussi le lien vers les lives sur Vogt, où je vends des comics à prix complètement cassé. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Vogt, comme ça vous ne raterez aucun live. Vous avez aussi le Instagram et le serveur Discord si vous voulez discuter un peu. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut en description, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.